Après le confinement aveugle, la grande mascarade, voici le titre de l'entretien d'aujourd'hui où je vais commenter la gestion de crise du coronavirus par rapport au Québec. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent à l'international, que ce soit des gens en France, en Belgique, en Suisse, vous pouvez continuer à m'écouter, étant donné que vous êtes confrontés à des enjeux là, similaires aux nôtres dans la gestion de la crise du coronavirus COVID-19. Donc, c'est libre à vous, mais je m'adresse ici plus spécifiquement aux Québécois. Donc, c'est sûr qu'ici, on a connu pendant plusieurs mois un confinement aveugle, c'est-à-dire que l'ensemble de la société, hormis les services essentiels, a été mise sur pause. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les restaurants, on pouvait plus y aller. Ensuite, même chose pour les cinémas, les salles d'entraînement. Donc, au lieu qu'il y ait un confinement qui se fasse par rapport aux individus plus à risque, comme par exemple les CHSLD, donc mettre en place des mesures plus strictes d'hygiène dans les résidences de personnes âgées. C'est pas ça qui a été fait, c'est que l'ensemble de la société est confinée, les écoles ont été fermées. Donc, c'est sûr que je suis très critique là, par rapport à ce type de confinement-là qui a entraîné des coûts économiques très élevés, naturellement. Et là, on entre après le déconfinement progressif. Moi, je pensais que j'allais être tranquille de cette histoire-là de pandémie en voyant la courbe de cas diminuer. Ben non, on entre maintenant, mesdames et messieurs, dans la grande mascarade. Et là, j'aurais le goût de faire partir la chanson de la musique de la compagnie créole où il est dit « elle danse au bal masqué, oh ouais, elle ne peut pas s'arrêter, oh ouais, elle danse. » Donc, on est dans la grande mascarade. Le bal a été parti il y a quelques jours avec Montréal qui a fait l'annonce là qu'elle a exigé le port du masque dans les endroits intérieurs publics comme les commerces, les épiceries. Ensuite, le port du masque dans le transport en commun au Québec, que ce soit l'autobus et également le métro. Et récemment, coup de théâtre, à quelques jours avant les congés de la construction, les 2 semaines de congés estivales, eh bien, le gouvernement, en début de congé, nous fait ça cette année comme cadeau. Si je peux m'exprimer ici avec ironie, parce que c'est pas vraiment un cadeau. Ils veulent nous forcer à porter un masque dans tous les lieux intérieurs au Québec, de nature publique, comme par exemple les supermarchés où on va aller acheter de la nourriture. Donc, c'est sûr que là, j'ai l'impression que mon quotidien ressemble de plus en plus à un film d'horreur. Moi qui pensais que m'en être sorti là, parce que on voyait la quantité de cas de décès diminuer. Ben non. Ce qu'ils veulent faire, c'est implanter le port du masque et que ça devienne une norme sociale. Et là, ce qui est particulier par rapport à ça, c'est que on veut présentement obliger toute une population dans un contexte où ce que le nombre de cas présentement diminue, entre autres de coronavirus, ou ce qu'on dit être du coronavirus, parce que ça, on pourrait avoir une discussion longtemps là-dessus, parce que dans le fond, ça, en tout cas, j'embarquerai pas dans cette considération-là pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux prendre la parole pour dénoncer la grande mascarade. Parce que, pour moi, c'est une aberration de forcer tout le monde des différentes régions du Québec. Parce que si le territoire est vaste, là, est très grand, de porter le masque obligatoirement en public, là, surtout que des régions qui sont moins affectées. Tu sais, si je regarde la mienne, j'ai été voir des données récentes. J'ai été voir dans mon petit journal local, étant à Thetford Mines. Donc ça, pour les gens qui m'écoutent, là, c'est dans le fond, je vous dirais là, au sud de la ville de Québec, là. À peu près 1h30 de route au sud de la ville de Québec, 1h30 de route aussi proche de Sherbrooke, qui est au centre de la province. Et puis, dans le fond, dans le courrier Frontenac du 13 juillet, il était question de ceci. Donc, moi, je suis dans la région de Chaudière-Appalaches, qui est quand même un vaste territoire. Et ce qui est dit, c'est qu'il y a seulement un seul cas actif
de personnes atteintes du coronavirus sur mon territoire. Puis là, en plus, dans le secteur de Lévis, c'est-à-dire que c'est à au moins 1h30 de route de chez moi, là. Puis là, on veut me forcer à porter un masque. Allô? Il y a quelque chose que je comprends pas. On parle d'un cas actif sur mon territoire, puis on veut me forcer à porter un masque. Et où la menace? Et où les milliers de morts, là, les gens hospitalisés aux soins intensifs et autres? J'ai de la difficulté à comprendre. Et puis il y a d'autres régions aussi qu'on veut imposer ça. Fait que moi, je me questionne sincèrement sur la pertinence de cette mesure-là. C'est sûr que des gens vont dire, ben là, ils veulent mettre ça en place pour la période des vacances de la construction parce qu'il va y avoir beaucoup de circulation au Québec, ce qui fait que ça augmente le risque de propagation parce que les vacanciers vont changer de région dans certains cas. D'ailleurs, moi-même, j'ai l'intention de faire un tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant la période des vacances. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir une augmentation de risque, mais encore là, il faut pas capoter non plus, il faut pas perdre les pédales. Pour moi, c'est exagéré, c'est disproportionné comme mesure. Et pour moi, c'est un manque de discernement de cibler tout le monde en imposant les mêmes mesures alors que il y a pas de menace objective parlant. Puis s'il n'y a pas de menace objective, ben c'est quoi? Ben c'est de la fantasme de peur, tu sais. C'est sûr que ce qu'on observe présentement, c'est que la liberté est en train d'être bafouée au nom de la sécurité. Et c'est sûr que, dans le fond, présentement, le gouvernement, ce qu'il veut faire en imposant le masque, ben ça va restreindre les libertés individuelles. Il y a sans doute des gens au gouvernement qui croient sincèrement bien faire en agissant ici. Donc, en demandant aux gens de porter un couvre-visage. Par contre, le point, c'est que moi, dans le fond, aux dernières élections, j'ai jamais voté pour ça, là. C'est une mesure qui est imposé, donc c'est dicté par le gouvernement. Et c'est sûr que personnellement, je le mentionne en mettant l'emphase là-dessus, pour moi, je ne suis pas contre le port du masque. Je suis pour la liberté en matière de port de masque, donc le libre choix. Donc c'est un petit peu concernant, dans le fond, différentes choses, là, tu sais, c'est comme la vaccination, je suis pas contre les gens qui sont vaccinés, mais je suis pour la liberté de choix. Donc, la personne, dans sa conscience, peut décider individuellement si elle se fait vacciner ou non. Même chose par rapport au port du masque. Donc, c'est sûr que personnellement, si on me pose la question, est-ce que j'ai envie de porter un masque? La réponse, c'est non, parce que quand on porte un masque, ça va entraîner de la fatigue, parce que ça demande un plus grand effort pour inspirer puis expirer au niveau physique, musculaire. Puis si on est plus fatigué, à ce moment-là, notre système immunitaire risque d'être plus faible. Puis s'il est plus faible, ben on risque plus d'attraper le méchant virus. Dans un sens, quelqu'un qui porte le masque plusieurs heures par jour, puis la personne devient affaiblie, ben elle peut devenir un terrain plus propice à la maladie. Ça peut être un effet pervers du masque. Et c'est sûr que je me questionne aussi sur la surprotection, notamment chez les jeunes enfants. Parce que si on fait grandir des jeunes enfants dans des environnements aseptisés, comme on connaît depuis un certain nombre de générations, c'est de voir aussi l'impact que ça a sur eux. Parce que dans mon jeune temps, là, des gens qui étaient, je commence à être vieux, hein, je suis rendu à 39, je fais des farces, mais des gens qui étaient allergiques là aux fruits de mer, aux arachides, puis tout ça, il y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les normes d'hygiène sont plus strictes. Mais si le système immunitaire est pas habitué de combattre par rapport à des virus, à ce moment-là, ça se peut qu'il se sente rapidement menacé par un élément qu'il juge comme étant étranger ou pathogène, alors que s'il serait habitué au combat, il se sentirait moins menacé. Ça, c'est une, je vais dire ici, je vais apporter ça, croyez-moi pas en fonction de ce que je dis, c'est une hypothèse, mais ça pourrait être intéressant d'être vérifié parce que dans les générations précédentes, des jeunes qui avaient un paquet d'allergies, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et là, si au nom de la crise du coronavirus, on crée un environnement qui est totalement aseptisé par rapport aux jeunes enfants, on leur demande d'être à distanciation de d'autres enfants, on leur demande constamment de se laver les mains, on fait en sorte qu'ils portent des masques aussi à partir de l'âge de 12 ans. Ben, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner en termes de développement du système immunitaire. Donc, est-ce que le système immunitaire va devenir plus faible? Même chose par rapport aux individus en général. C'est une question que j'ai. Si
À quelque part, dans le fond, on n'est pas en train de surprotéger les gens, puis à quelque part les affaiblir avec ces mesures-là. Mais sinon, le point sur lequel je voulais mettre l'emphase, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est une violation de mes droits et libertés de me forcer à porter un masque pour, par exemple, aller faire l'épicerie ou à me déplacer dans des lieux publics. Donc, pour moi, le masque, dans le fond, je l'impose pas, c'est-à-dire je force pas les autres à pas porter de masque, mais je tolérerais pas que les autres me forcent à porter un masque. Pour moi, c'est une violation évidente et claire de mes libertés. Puis, c'est sûr que des gens vont dire, ben là, c'est justifié par rapport à la menace du coronavirus. Ouais, mais c'est parce que si on en regarde les chiffres, dans le fond, on constate que essentiellement les gens qui en meurent. Puis c'est sûr que dans ces cas-là, on peut voir des chiffres aussi, les différents âges, là, mais selon même les chiffres officiels au niveau du Québec, c'est essentiellement des personnes âgées. Donc, c'est pas des jeunes de 20 ans, ni moins de 40 ans, c'est essentiellement des personnes âgées ou des gens qui ont des conditions médicales et de la comorbidité, donc plusieurs problèmes de santé chroniques qui, une fois que la personne attrape le virus, comme quelqu'un qui attrape la grippe finalement, puis une grippe qui est assez sévère, peut en mourir. La grippe peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à un terrain qui est déjà miné, donc qui est déjà fragilisé, puis c'est l'élément qui fait que la personne en vient à décéder. Pour moi, c'est la façon que je vois ça par rapport au coronavirus. Donc, pour moi, c'est sûr que le masque, dans le fond, par rapport à ça, ça devrait être, dans le fond, ça peut être suggéré par des spécialistes de la santé. J'ai aucun problème par rapport à ça, mais la minute qu'on m'impose quelque chose en disant « on veut ton bien », pour moi, c'est une forme de domination qui doit être dénoncée. Et aussi, si le masque fonctionne en tant que tel, là, pour se protéger puis protéger les autres, bon, ben pourquoi pas tout simplement laisser les gens qui veulent porter le masque en porter? Parce que si ça fonctionne de porter un masque, ils l'attraperont pas. Right? Même chose pour le vaccin. Tu sais, si la personne, dans le fond, elle veut que tous les autres soient vaccinés, bon, ben si le vaccin fonctionne, elle se fait vacciner, puis si ça marche vraiment, elle l'attrapera pas, même si les autres ne se font pas vacciner. Moi, le raisonnement, la logique derrière ça, je le vois comme ça, mais là, on va dire, mais c'est parce que le masque fonctionne partiellement. C'est-à-dire que si on prend le masque chirurgical, puis moi, c'est sûr que j'ai écouté je me suis remis à écouter des vidéos récemment à cause de la crise, là, ça m'a remis là-dedans. Puis, j'ai regardé ça avec mon discernement. Oui, le masque chirurgical, c'est possible que ça réduise la possibilité d'attraper un virus. Par contre, sur les côtés du masque, ben, à ce moment-là, il y a de l'air qui peut être inspiré, puis ça peut faire en sorte que le masque étant pas fermé d'une manière hermétique sur les côtés, le masque de type chirurgical utilisé notamment par les dentistes, ça fait en sorte que la personne peut inspirer de l'air contaminé. C'est sûr que la personne qui porte un masque de type chirurgical, ça réduit la projection essentiellement qu'elle peut faire de particules, de fines gouttelettes dans l'air qui vont provenir de sa gorge si elle tousse. Mais de ce que je comprends, c'est limité. Puis c'est sûr que si on voudrait vraiment limiter encore plus les dégâts, advenant que ce soit un virus aussi virulent qu'Ebola, parce que Ebola il est beaucoup plus létal là, que le coronavirus, là. Bien, à ce moment-là, ça serait des masques de type N95, des masques scellés ou même des uniformes qui sont utilisés, par exemple, dans des laboratoires hautement sécurisés, donc de sécurité maximale, de type P4, où des gens vont travailler avec des virus. Mais sinon, pour moi, je trouve ça particulier, parce que après tout, dans cette histoire-là, ce qui est fou, c'est de réaliser qu'il y a à peine quelques semaines, le bon docteur, le docteur Arruda, Horacio Arruda, le directeur de la santé publique ici au Québec, a déclaré, et croyez-moi pas, les vidéos sont encore sur Internet, que le masque donnait une illusion de sécurité. C'est sûr que si on réalise que le masque chirurgical qui est proposé aux gens, il y a des gens qui en ont reçu, notamment dans des quartiers là, à Montréal, pensent qu'ils sont en sécurité avec ça, c'est une illusion. Puis, dans le fond, à quelque part, c'est limité. Puis lui-même le dit, tu sais, il recommandait pas le port du masque. Là, il change d'idée puis il le recommande. Donc, en plein cœur de la pandémie, il le recommande pas. Là, la quantité de cas qui sont affectés a diminué. Puis là, il veut l'imposer comme norme sociale.
Mais là, si on commence à porter le masque, c'est de voir quand est-ce qu'on va avoir la permission du gouvernement d'arrêter de le porter, parce que le nombre de cas est faible. C'est quoi? Il va falloir il y a à peu près 500 cas par jour. Il va falloir qu'il y en ait 0 de dépistés pour que les gens arrêtent là complètement de le porter. Tu sais, la courbe est déjà basse. Qu'est-ce qui va justifier d'arrêter de le porter? Parce que normalement, si on aurait porté ça au début de la courbe qui est montante, puis après ça, la courbe diminue, ben là, il y a une raison d'arrêter de le porter. La courbe de cas contaminés diminue. Tandis que là, la courbe est très basse. Fait que qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va arrêter de le porter? Ça sera peut-être pas la diminution des cas, mais ça va peut-être tout simplement l'attente qu'on trouve un fameux vaccin, un vaccin miracle qui va sauver la vie des brebis égarées. Je fais des farces, là, mais la fameuse pilule magique. Donc, c'est peut-être ça que les gens attendent, ou les directeurs de la santé publique. Mais ça, c'est supposé prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ça risque de créer un délai, naturellement. Mais pour moi, dans le fond, par rapport à tout ça, là, quand que je regarde tout ça, cette crise-là, c'est que moi, je demeure toujours fondamentalement pour les libertés individuelles. Et c'est sûr que quelqu'un qui se sent menacé pour le coronavirus, puis qui a déjà des problèmes de santé, comme par exemple la personne est asthmatique, la personne par la suite est immunosupprimée, atteinte d'obésité morbide, ou elle a déjà des fragilités médicales. Moi, je serais pour ça que cette personne-là reçoit un montant d'argent à chaque mois supplémentaire, dans le fond, qui se rajoute à ses revenus, ou ça bénéficie déjà de problèmes de programmes sociaux, pour qu'elle puisse s'acheter d'équipements de protection contre des masques, puis des masques de bonne qualité, là, pas un petit masque chirurgical. Si la personne est vraiment menacée, donnez-y quelque chose qui va bloquer davantage le virus. Et puis dans le fond, moi je serais pour une mesure un peu comme par exemple au niveau de l'aide de l'assistance sociale au Québec. Bon, les gens qui ont des contraintes sévères à l'emploi, ici vont recevoir un montant d'argent supplémentaire parce que ils ont de la difficulté à être employés par les entreprises. Comme par exemple quelqu'un qui est sur l'aide sociale, qui bénéficie de l'assistance publique, du revenu de dernier recours. Ben, la personne, si elle a un papier d'un médecin qui établit clairement un diagnostic que par exemple, elle est atteinte d'un trouble bipolaire, schizophrénie ou autre, ben, en ayant ce papier-là, puis cette preuve-là qui est faite par un médecin, la personne reçoit chaque mois un montant d'argent supplémentaire. Donc, si le montant de base de l'aide sociale, c'est environ 700 $, puis elle peut aller chercher un 300 de plus pour avoir à peu près 1000 $ par mois, quoique c'est pas beaucoup. Ben, pour moi, le 300 $, une mesure similaire pourrait être appliquée à ces gens-là plutôt que de donner une mesure de subvention aveugle là, à notre ami Justin Trudeau. Donc, Justin Trudeau a eu l'idée de donner 2000 $ à chaque personne par mois. Donc, un peu comme le confinement aveugle, mais c'est une mesure aveugle. C'est donné à tout le monde sans nécessairement discernement. Fait que tu as des gens qui sont en excellente santé. Comme leur emploi leur donnait moins comme revenu que le montant de 2000 $ par mois, une fois les impôts payés, une fois les dépenses relatives au travail, moyens de transport pour se rendre au travail, ça fait que ces gens-là ont décidé d'arrêter de travailler. Ben oui. Même chose pour les étudiants qui habituellement travaillent l'été. Ben c'est sûr que si on dit aux étudiants, ben vous allez recevoir 2000 $ par mois, ben les gens ont pas le goût d'aller travailler au dépanneur ou à des emplois au salaire minimum, c'est tout à fait normal. Ou s'ils le font, comme c'est le cas de certains étudiants, ben ils vont dire ben là je peux travailler un certain nombre d'heures, mais en autant que ça dépasse pas un certain revenu pour continuer à recevoir le 2000 par mois, parce que s'ils dépassent pas un certain seuil, ben ils peuvent continuer à recevoir ça. Fait que ça fait des gens qui bénéficient de subventions du gouvernement. Et c'est sûr qu'à court terme, dans le fond, cette mesure-là va faire en sorte que ben là, il y a eu des cas de pénurie là, d'emploi, c'est-à-dire que des employeurs ont de la difficulté à trouver des étudiants, notamment pour le travail d'été, étant donné qu'ils reçoivent de l'argent là, généreusement du gouvernement. Ici, je me trompe peut-être, parce que le 2000 $ par mois, c'est pour un travailleur adulte. Les étudiants, faudrait que je vérifie, mais il me semble... Ah oui, si on gagnait un certain revenu pendant l'année, je pense que c'est 5000 $, ils ont droit aux 2000 par mois. Donc, pendant la période de la crise, puis là, la période, ben c'est sûr que ça a été
dans les derniers mois. Là, ça a été prolongé au mois de juillet, ensuite au mois d'août. Peut-être que ça va être encore prolongé. Donc, c'est sûr que présentement, par rapport à ça, dans le fond, qu'il y ait des programmes sociaux par rapport à la crise pour compenser les gens qui n'ont pas de revenus. Moi, je suis pour ça. Par contre, le point que je veux en venir, c'est que je trouverais ça plus intelligent qu'au lieu que, dans le fond, donner 2000 $ là à n'importe qui, cibler mieux la mesure en disant que, bon, quelqu'un qui a des contraintes sévères, dans le fond, en relation avec le coronavirus, parce que la personne est immunosupprimée ou autre, elle pourrait bénéficier un programme gouvernemental, donc qui lui donnerait une compensation financière qui lui permettrait de s'acheter d'équipements de sécurité et de protection individuelle de qualité si elle se sent vraiment menacée. Ça, c'est un autre aspect. Parce que c'est sûr que la menace objective puis la perception de la menace, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que à travers les médias de masse, on nous vend la menace d'un méchant virus. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent faire de l'anxiété avec ça, ils peuvent faire des dépressions, peuvent faire des crises. Et la menace qui est objective, qu'est-ce qui est en réalité en dehors de l'enflure médiatique et aussi des ruminations anxieuses que peuvent connaître certaines personnes fragilisées sur le plan psychologique. Donc ça serait un autre sujet aussi abordé. Donc c'est sûr que pour moi, le coronavirus, c'est pas Ebola, c'est pas aussi létal, il n'y a pas assez de monde. Et il y a pas autant de gens qui décèdent rapidement que l'Ebola. Donc, par rapport au nombre de cas déclarés. Et pour moi, les mesures présentement sont totalement exagérées. J'ai hâte que ça cesse. Et puis, c'est sûr que par rapport à tout ça, à l'égard de la restauration, j'ai observé qu'est-ce qui s'est passé parce que, dans le fond, il y a plusieurs jours, le gouvernement a déclaré que par rapport à la réouverture des restaurants, il y avait des règles strictes qui devaient être respectées, comme par exemple les gens qui ne résident pas au même endroit, dans le fond, doivent, vu qu'ils n'ont pas la même résidence civique, être à 2 mètres de distance. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, j'ai regardé entre la théorie puis la pratique. Et en pratique, je peux vous dire que, dans le fond, à l'heure actuelle, à chaque fois que j'ai été au restaurant, puis j'ai été au moins depuis que cette mesure-là a été mise en place, au moins 4 fois, j'ai été dans différents. Je voulais tâter le terrain. Puis, dans le fond, j'ai été entre autres en compagnie de ma compagne, puis j'ai pas été écarté par des tenanciers là, de restaurants, là, des gens là ou des serveurs. Là. Non, il n'y a pas personne qui m'a demandé ma carte d'identité, demandé la carte d'identité de ma compagne, vérifier nos adresses. Non, ça n'a pas été lieu et je suis content. Parce que pour moi, ça aurait été encore quelque chose qui m'aurait fait perdre le goût d'aller au restaurant. C'est sûr, si tu vas au restaurant avec quelqu'un, sous prétexte que t'es pas sur la même adresse, on te met à 2 mètres de distance. C'est pas agréable, hein? T'es obligé de crier dans le restaurant. Pour parler à l'autre, là, tu sais, c'est pas, comment dire, une détente d'aller au restaurant. Sinon, ben, tu parles au téléphone cellulaire avec l'autre personne, parce que il est à une certaine distance, tu sais, ça devient un peu ridicule. De toute façon, les restaurateurs n'ont pas intérêt à faire appliquer ça d'une manière stricte et rigide parce que, premièrement, ils perdraient des clients. Un restaurateur qui, dans le fond, carterait les clients qui voudraient entrer dans son commerce, ben il y aurait des clients qui n'auraient pas le goût d'y aller ou ils ne retourneraient pas. Puis s'ils perdent trop de clients, ben ils font pas d'argent. Puis s'il fait pas d'argent pendant une longue période de temps, ben sa business est finie, il fait faillite, c'est pas rentable. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est sûr qu'un restaurateur a pas intérêt à faire entre guillemets chier ses clients parce que c'est très bien que tes clients en viendront pas. Donc, il peut pas être trop strict. Donc, c'est sûr que moi, je vais regarder comment que les choses vont se passer dans les prochains jours par rapport aux différents commerces à partir du 18 juillet. Ça va bientôt, là. C'est comme si on me prenait un petit peu par surprise. On n'a pas eu 2 semaines de préavis avant de la mise en application de cette mesure-là. Non. On annonce ça le lundi, 13 juillet. 5 jours après, c'est mis en place. Boum! C'est très rapide, là. Pour une mesure avec un impact comme ça, là, qui va changer la vie de millions de Québécois, c'est fou. Moi, je trouve ça fou.
je regarde aussi qu'est-ce qui se passe dans le jeu de pouvoir entre la population et le gouvernement. Parce qu'il y a quelques semaines, il y avait un responsable d'une salle d'entraînement qui a dit qu'il allait ouvrir d'une manière illégale son commerce, parce que sans ça, il allait fermer, là, parce que ça faisait plusieurs jours qu'il n'était pas en opération dans la ville de Québec. J'ai suivi le dossier avec assiduité. Et puis, par rapport à cette personne responsable d'une salle d'entraînement, il a annoncé ça, il y a eu des entrevues avec des médias, et il a ouvert d'une manière illégale son commerce, donc sa salle d'entraînement. Des policiers sont venus. Il n'y a pas eu de gens qui ont reçu de contravention par rapport aux clients du commerce, ni même lui. Il y a tout simplement des policiers qui ont rédigé un rapport, qui ont dû aller évaluer la situation. Et par la suite, le jour suivant, Horacio Arruda, le directeur de la santé, dans son point de presse, déclare une journée après cet événement que les salles d'entraînement allaient pouvoir réouvrir. Mais ce qui est curieux, c'est que dans les semaines qui ont précédé cette annonce, il y avait des gens qui, un peu sur les réseaux sociaux, dans le fond, critiquaient le fait que les salles d'entraînement réouvraient pas. Pourtant, il y a eu la réouverture des restaurants qui étaient annoncés. Ensuite, il y a eu la réouverture de différents commerces. Mais non, les salles d'entraînement, ils étaient laissés pour compte. Là, il commençait à avoir de la grogne. Le gouvernement bouge pas. Ensuite, quelqu'un dit qu'il va ouvrir d'une manière illégale. Il disait pas d'une manière illégale, mais il dit qu'il allait réouvrir son commerce, tout simplement, alors que c'était pas autorisé par le gouvernement. Eh bien, ça a fonctionné. Le lendemain, son comportement, là, fait que vous ne pourrez pas croire que c'est du hasard, là, parce que le lendemain, le gouvernement fait une annonce publique comme de quoi que les salles d'entraînement peuvent réouvrir. Non, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il a fait une pression. Ça a été relayé, entre autres, par des médias de masse, des médias alternatifs, et ça a marché. Concernant la restauration à présent, je dis à ma compagne, on fait comme d'habitude. Je prends une réservation pour 2 personnes pour aller au restaurant. Si on me pose la question, est-ce que votre compagne est à la même adresse que vous? Je vais déclarer non. Si, dans le fond, on veut me forcer à être une table de 2 mètres de distance, je vais évaluer si je veux manger ou non à ce restaurant-là. Si ça fait partie, si ça me donne un plaisir de vie. Puis c'est sûr que le restaurateur, il est au privé, il est pas au public, il peut pas nous garder en otage, comme par exemple au Québec. Dans le fond, souvent, les gens sont gardés en otage par rapport à certains commerces, comme par exemple la SAQ, Société des alcools du Québec. Fait que si ça fait pas ton affaire d'aller avec la SAQ pour avoir des vins de qualité, tu peux dire, je vais boycotter la SAQ, mais si c'est le seul endroit que tu peux les trouver, ces vins-là, à la différence des épiceries, des supermarchés, des dépanneurs, t'es gardé en otage. Tandis que là, pour les restaurants, parce qu'il y en a plusieurs, puis c'est privé, il y a différentes bannières, la personne a quand même une certaine marge de manœuvre. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, dans le fond, j'ai bien hâte de voir. En fait, c'est sûr qu'objectivement parlant, c'est pas mes affaires. Il va arriver ce qui va arriver. Mais c'est sûr que je voulais aussi prendre la parole pour dénoncer que je suis tanné de voir certains médias de masse, comme TVA, qui depuis plusieurs semaines, avec des journalistes, puis eux autres, ils mettent l'emphase sur les pro-masques, naturellement. Ils vont faire la morale aux gens. Si vous portez pas le masque, le gouvernement va vous forcer. Puis il y a eu, dans le fond, Horacio Arruda qui nous dit qu'on est en liberté conditionnelle. On est vraiment traités comme des prisonniers. Si vous êtes pas gentils, si vous abortez pas les mesures par vous-même, comme porter le masque, ou si la courbe augmente de cas contaminés, il va être obligé de jouer au bad boy. Puis là, mettre en place d'autres mesures. Fait que là, on nous fait des chantages. Donc, on nous infantilise, on nous fait des chantages, puis les gouvernements, les médias de masse sont complices de ça. Il n'y a pas eu de débat public sur la pertinence ou non de porter les masques. Il n'y a pas eu de débat public sur son efficacité pour bloquer le coronavirus. D'ailleurs, moi je trouve ça une aberration là, tu sais, qui proposent aux gens de porter un masque, puis ça peut être des masques maison avec pas beaucoup d'épaisseur, qui laissent beaucoup passer des choses. Que ce soit sur un mis d'égalité avec un masque chirurgical ou un masque de type N95 ou un masque qui sert vraiment à un laboratoire P4, c'est une absurdité. Donc, pour moi, c'est ridicule tout ce qui se passe. Je suis tanné des médias traditionnels qui vont dire aux gens, faut vous porter le masque, faut vous faire ci, faut vous fassiez ça, pour nous infantiliser. Donc, ça me crée une lourdeur, ça me crée une contrariété.
Donc, c'est sûr que par rapport à cette crise-là de coronavirus, donc c'est sûr que par rapport aux gens qui m'écoutent, notamment au Québec, bon, c'est sûr que présentement, il y a des pétitions là, sur le web pour s'opposer au port du masque. Oui, c'est intéressant comme mesure. Donc, c'est sûr que par contre, s'il y a d'autres mesures que vous êtes au courant, qui sont mises en place, ben, vous pouvez me tenir au courant, là, notamment là, sur Facebook. Parce que je sais qu'il y a des gens là, qui travaillent sur certaines choses, comme par exemple, il y a des gens qui vont faire de la désobéissance civile, si on pense à Stéphane Blais, Jean-Jacques Crèvecoeur. Ensuite, il y en a d'autres qui vont faire de la résistance passive, donc par rapport aux mesures. Donc, il y a différentes approches pour, dans le fond, faire face à la situation. C'est sûr que je voulais profiter de l'occasion présentement pour revenir sur un enregistrement que j'avais produit là il y a plusieurs jours, que j'avais intitulé Démarche judiciaire pour mettre fin aux mesures de confinement. Donc une vidéo YouTube que j'avais faite où je visais à faire la promotion de la Fondation de défense des droits et libertés du peuple, qui vise dans le fond à mettre fin aux mesures de confinement, aux mesures qui sont appliquées là à l'instar des Québécois là, qui sont exagérés là, dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus. Donc, c'est sûr que dans les derniers jours, ça l'a brassé pas mal par rapport à la Fondation. Donc, il y a eu le départ de Guy Bertrand, avocat, et aussi de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui était là par intérim et qui aujourd'hui s'en dissocie. D'ailleurs, il a fait un enregistrement là, récemment sur YouTube là, par rapport à ça, où il explique sa position. En fait, c'est sûr que moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas pu d'avoir une entente entre Stéphane Blais et ces deux autres individus, étant donné que c'est des gens qui sont très dévoués. Donc, c'est sûr que, dans le fond, par rapport à tout ça, j'évalue qu'il est toujours pertinent qu'il y ait une fondation pour défendre les droits des Québécois par rapport à la crise du coronavirus. J'évalue que c'est toujours pertinent par rapport à ça. C'est sûr que, dans le fond, je suis pas nécessairement content de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces départs-là, mais il y a des gens qui vont les remplacer. C'est sûr que ce que je réalise aussi, c'est que malheureusement, on est des êtres en voie d'évolution, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir des chicanes, des divergences, il peut y avoir malheureusement des guerres d'ego, mais c'est sûr que, dans le fond, le test pour des gens qui cherchent à travailler avec les autres, c'est d'aller au-delà des divergences d'ego. Et ça demande de la résilience, la capacité d'adaptation, d'ajustement. Donc, c'est sûr que bon, je m'étalerai pas là-dessus parce que après tout, dans le fond, je connais pas tous les motifs, je connais pas tout ce qui s'est passé là, par rapport à la Fondation. Néanmoins, je trouve ça intéressant comme initiative. L'idée qu'il y ait des démarches qui se fassent au niveau judiciaire pour que le gouvernement rende compte de ses actes. Parce que là, les mesures d'urgence qui sont renouvelées à tous les 2 semaines, pour moi, c'est une aberration. Parce que les mesures d'urgence sanitaire, dans le fond, on a bien beau dire que présentement, la crise prend une ampleur monstrueuse aux États-Unis, surtout dans le Sud avec la multiplication des cas. Mais c'est pas la situation au Québec. Présentement, il n'y a pas une recrudescence de la courbe. Donc, à ce moment-là, pourquoi continuer à justifier des mesures qui vont limiter les libertés individuelles? En fait, je me questionne vraiment sur le bien fondé de tout ça. Et c'est sûr que, dans le fond, dans ma vidéo, aujourd'hui, je voulais dénoncer le fait que je trouve que c'est un abus, le port du masque obligatoire. Et que, à quelque part, il y a comme un engrenage, dans le sens que progressivement, ben c'était les transports en commun, ensuite c'est Montréal, ensuite c'est tout le Québec. Puis, dans le fond, une mesure ouvre la porte à d'autres mesures, tu sais. Et c'est sûr que pour moi, les libertés individuelles sont diminuées d'une manière exagérée par rapport à la portée de la menace réelle du coronavirus. Donc, c'est disproportionné ce qui se passe. Puis, ça doit être dénoncé. Et puis c'est sûr que s'il y a des gens qui ont des initiatives concrètes, créatives, pour, dans le fond, s'opposer aux mesures actuelles, ben, vous pouvez par Facebook me repartager les liens, je n'y ouvre pas.
Sinon, en lien avec ça, ben c'est sûr que par rapport à mon refus de porter le masque, naturellement, j'ai signé la pétition. Vous allez la retrouver là sur mon compte Facebook. Je vais la mettre également en bas de la vidéo YouTube là, que vous venez d'écouter. Le lien, par contre, il est quand même assez long là. Donc, peut-être que si vous faites un copier-coller, ça sera pas trop pire, mais en tout cas, pour ce qui est des gens qui se sentent interpellés par l'imposition du port du masque là, d'une manière unilatérale, ben c'est le temps ou jamais de signer la pétition avant que l'adoption s'effectue là, dans quelques jours. Donc, c'est sûr que c'est intéressant qu'il y ait cette mesure-là. Et je vais être à l'affût aussi des autres mesures là, qui vont être mises en place là, par rapport à tout ça. Donc, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.